Zemmour. J'ai le plaisir d'animer cette interview. Ce sera une interview et nous allons essayer de faire un tour complet de ce que dit Éric Zemmour sur l'histoire de France. Complet, c'est sans doute trop ambitieux, mais disons que nous allons essayer, je crois que nous avons le temps, de dire beaucoup de choses sur la façon dont il a appréhendé l'histoire de France. Lui qui met ce défi devant nous, de dire que nous avons une histoire, nous l'oublions souvent, certains s'emploient à nous la faire oublier, et lui a décidé de la prendre à bras-le-corps et de façon très personnelle, très passionnelle, de nous l'exposer dans ce destin français. Avant de passer au livre, comme l'actualité commande un peu, je suis un ancien journaliste, il est journaliste, j'avais envie de lui poser une question sur la façon dont notre président s'empare, d'une certaine façon, de ce qu'il souhaite voir faire le fond du discours politique français, s'empare donc de l'histoire et de façon récurrente, itinérante, a décidé de remettre les symboles historiques dans le discours politique. Est-ce qu'il l'approuve? Est-ce que cette démarche l'intéresse, lui plaît? Est-ce que la façon dont elle est menée lui semble pertinente? Que pense-t-il de l'attitude de Macron à cet égard? Bon, mais d'abord, bonsoir. Bonsoir à tous. Merci de m'accueillir ici. Oui, il paraît que ça fait 3 fois que je viens ici et que c'est trop. J'ai pas remarqué, mais bon, c'est pas grave. Moi, je veux bien revenir une 4e fois, hein. Il n'y a aucun problème. Merci de cet accueil aussi chaleureux à chaque fois que je viens, ça fait vraiment plaisir. Merci Robert de ce discours aussi élogieux, je ne savais que dire. C'était vraiment très chaleureux et trop flatteur. Donc merci beaucoup à vous tous. Et moi je me sens bien ici. Donc je retiens la proposition d'asile politique. C'est pas une idée que j'écarte d'un revers de main. Je retiens. Alors, pour essayer de répondre à la question, effectivement, c'est très intéressant ce que fait Macron. Je dis pas que c'est bien, je dis que c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? D'abord parce que il est évident, et c'est pas moi qui sors de plusieurs années de travail sur ce livre qui vous dira le contraire, il est évident que l'histoire est une leçon permanente de tous les jours, une leçon surtout dans un vieux pays comme la France. Nous avons des leçons à tirer de l'histoire, nous comprenons mieux ce qui se passe aujourd'hui en voyant ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, nos erreurs, nos drames, nos moments de grandeur. Il faut bien comprendre que tous nos grands hommes d'État étaient imprégnés de l'histoire de France. Je suis très frappé quand je lis les mémoires des grands hommes d'État d'avant, jusqu'à à peu près Pompidou. C'est très frappant comme tous ces gens c'est pas qu'ils connaissaient l'histoire, c'est que ça coulait dans leurs veines. Quand vous lisez C'était De Gaulle avec Perfit, vous vous rendez compte que ce type, on peut en penser ce qu'on en veut, mais il a, à la place du cerveau, il a l'histoire de France. Alors après, il en tire les leçons qu'il veut, mais c'est très frappant. Quand vous lisez la correspondance de Pompidou, c'est la même chose. Quand vous lisez Clémenceau, quand vous lisez Poincaré, quand vous remontez comme ça le temps, c'est très frappant. Tous ces hommes d'État étaient imprégnés de l'histoire de France. Ils passaient leur temps à refaire l'histoire de France, à essayer de corriger les erreurs. Je peux vous raconter une anecdote que je trouve très amusante et très instructive. Quand De Gaulle va en 67 à son discours au Canada, et quand il prononce son fameux « Vive le Québec libre », qui provoque une émotion mondiale, le Canada le somme de rentrer en France, tous ses ministres sont en ébullition, même Pompidou, le Premier ministre, est furieux contre lui,
Et il se sent obligé de s'expliquer. Et donc il convoque un sorte de conseil des ministres spécial, et il regarde les ministres et il leur dit une seule phrase. Il leur dit: mais vous me comprenez, nos rois les avaient abandonnés. Je trouve cette phrase inouïe. C'est-à-dire que ce type, en 1967, il pense à corriger l'erreur de Louis XV en 1757. Il a ça en tête. Il va au Canada, il parle pas de contrat, il parle pas de... Non, il veut corriger l'erreur de Louis XV. Voilà, nos hommes d'État avant, c'était ça. Macron veut faire croire qu'il est de cette engeance-là. Et c'est là où ça devient très intéressant. Parce que il a compris ça. Comme il est un garçon intelligent, il a compris ça. Et donc il veut faire pareil. Sauf que il a deux problèmes. D'une part, il a 40 ans. Je veux dire par là, non pas qu'il est jeune, mais qu'il est le produit d'une école qui était déjà en déliquescence. Il est le produit d'une... vous savez, Proust disait, on apprend seulement à l'adolescence. Lui, il a 15 ans dans les années 90. L'école est déjà, pour l'histoire, perdue. Donc, qu'est-ce qu'on leur apprend? On leur apprend déjà l'histoire de l'idéologie dominante. Et donc, on va leur apprendre, par exemple, que pour la Révolution française, Olympe de Gouges est beaucoup plus importante que Robespierre. Olympe de Gouges, personne ne connaît en vérité. C'est une invention des féministes. J'ai l'habitude de dire qu'elle est montée à la guillotine et Robespierre ne savait même pas qu'il la guillotinait. Olympe de Gouges n'a existé pour personne. Sa déclaration des droits des femmes, c'est un truc qui a intéressé les féministes en 1960. Avant, tout le monde s'en fout d'Olympe de Gouges. Et ben vous regardez les livres de vos enfants, sur l'histoire de la Révolution française, elle a 2 pages maintenant, Olympe de Gouges. Robespierre a moins qu'elle. Non, mais c'est impressionnant. C'est ça l'histoire aujourd'hui qu'on apprend aux enfants. On apprend une histoire idéologique. On apprend, comme m'a dit mon fils un jour, je lui demande, il avait 15 ans, je lui dis, qu'est-ce que t'as ton programme d'histoire? Et il me dit, oh tu sais papa, comme tous les ans, on sait qu'Hitler est méchant. C'est ça qu'on leur apprend. Hitler est méchant, très méchant. Et il y a des gentils qui vont battre Hitler. Voilà. Si vous voulez, c'est ça qu'a appris Macron quand il était jeune. Alors évidemment, il croit qu'il a corrigé depuis, mais c'est ça qu'il nous raconte. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Regardez sur l'histoire, ses interventions dans l'histoire. C'est tout à fait le reflet de l'idéologie dominante. Il nous explique qu'en Algérie, c'est des crimes, c'est la colonisation française, c'est un crime contre l'humanité. C'est une bêtise. Au-delà du scandale pour les pieds noirs, pour tout ce qu'a fait la France là-bas, la France n'a pas colonisé l'Algérie, elle a fait l'Algérie. Donc ça n'existait pas l'Algérie avant. Même le nom n'existait pas. Oui, le nom date de 1840, Algérie. Avant, ça n'existe pas. C'est un terrain vague, l'Algérie. C'est une terre qui a toujours été colonisée. D'où partaient les barbaresques, c'est tout. C'est la seule activité économique de l'Algérie pendant des siècles, ça a été le pillage des bateaux que les barbaresques arrêtaient. Voilà. Donc, il nous explique que c'est un crime contre l'humanité. Très bien. Après, il nous explique, là, plus récemment, que la guerre 14, ça a été des civils qu'on a armés. Ça, c'est très révélateur. C'est très révélateur de l'histoire de France qu'on apprend aux enfants depuis une trentaine d'années. C'est-à-dire que la guerre 14 a longtemps été apprise comme le sommet du patriotisme français. C'est-à-dire que les gens sont morts par centaines de milliers pour défendre le sol, la patrie, même pas la République. Ils se sont battus pour défendre la France contre l'invasion allemande. C'est tout. Ils ne se posaient pas d'autres questions. Et c'est pour ça que les catholiques qui étaient en rupture avec la République sont allés se battre comme un seul homme. C'est pour ça que les monarchistes sont allés se battre comme un seul homme. C'est pour ça que Maurras a décrété une trêve politique pendant toute C'est pour ça que l'extrême gauche, de la même façon, se sont battus comme un seul homme. Il n'y a rien eu. Ils se sont battus pour la France. Et aujourd'hui, on a un monsieur Macron qui nous explique que ce sont des civils qu'on a armés et qu'en fait, la guerre fut une boucherie. Ça, c'est l'idéologie dominante depuis 30 ans, qui ne veut voir la guerre, et en particulier la guerre de 14, que comme une boucherie. Non, c'était pas une boucherie.
il y avait des massacres, mais c'était pas une boucherie. Les gens se battaient, ils savaient pourquoi ils se battaient, ils savaient pourquoi ils mouraient. Ce n'étaient pas des civils qu'on armait. Cette phrase est une infamie en vérité, mais il ne le sait même pas. Et il continue avec sa fameuse phrase sur les années 30. Là aussi, c'est digne de mon fils. Hitler est méchant et il y a des gentils contre Hitler. Il va pas plus loin. Alors on voit bien le calcul politique, hein, mais je pense que c'est plus profond que le calcul politique. C'est-à-dire que je pense que c'est ça qu'il a retenu des années 30. Il pense que les années 30, c'est un grand combat entre les méchants, c'est-à-dire les fascistes, les nazis, et puis les gentils qui les combattent. Mais ce n'est rien de tout ça, les années 30. On peut en parler, j'en parle longuement, ce n'est absolument pas ça. Les années 30, c'est une période très complexe. Les années 30, c'est, si vous voulez, dès le congrès de Versailles, c'est décidé. Vous savez, le grand historien de l'Action française, Jacques Bainville, écrit un livre en 1920 qui s'appelle « Les conséquences politiques de la paix », dans lequel, si vous relisez ce livre, je l'ai relu pour travailler sur le mien, c'est très impressionnant. Parce qu'il annonce tout ce qui s'est passé dans les années 30. Et il écrit ça en 1920. Il ne connaît même pas Hitler, d'ailleurs personne ne connaît Hitler à l'époque. Donc il y a des phénomènes bien plus profonds qu'Hitler, que le nazisme, que c'est une longue histoire qui accouche dans les années 30. Mais il ne retient pas tout ça. Et donc, si vous voulez, il est l'enfant de sa génération et de ce qu'en ont fait les historiens. C'est-à-dire des gens qui ne connaissent plus l'histoire de France. Ou plutôt, qui ont une vision de l'histoire de France du point de vue de l'autre. C'est ce que j'essaie d'expliquer tout le temps. Moi, ce que j'ai écrit, c'est une histoire de France du point de vue français. Ça ne veut pas dire que je tombe dans la mythologie, ça ne veut pas dire que, contrairement à ce qu'on me reproche, je fais du roman national, mais je fais du national. En vérité, les gens qui me reprochent le roman national, ils me reprochent surtout le national. Et ils font semblant de me reprocher le roman. Ils font semblant de me reprocher la mythologie. Mais en fait, ce qu'ils me reprochent, c'est de faire un livre du point de vue national, puisqu'ils ne veulent plus faire un point de vue national. Alors, ils vont vous expliquer Napoléon du point de vue anglais. Ils vont vous expliquer De Gaulle du point de vue américain. Ils vont vous expliquer Pétain du point de vue américain. Ils vont vous expliquer tout ça du point de vue allemand. Vous voyez ? Mais l'histoire de France vue du point de vue français, ils ne la connaissent plus. Et donc Macron est tout à fait de cette génération-là. Il ne connaît plus l'histoire de France du point de vue français. Merci de nous avoir expliqué de Macron et sa genèse historique. J'aimerais savoir la vôtre. Vous le donnez dans votre premier chapitre, dans cette introduction, longue introduction et très belle introduction d'ailleurs, très bien écrite et dans lequel vous approfondissez les liens que vous avez avec la société française, et vous expliquez d'une façon à la fois très personnelle et très passionnelle, finalement, sur quoi vous avez débouché comme réflexion. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques indications sur cette démarche ? C'est exactement la prolongation de ce que je vous ai dit sur Macron. Moi, je suis exactement... J'ai connu la France que n'a jamais connue Macron, parce que je suis plus vieux que lui. Et justement, j'ai grandi dans la France des années 60, quand j'étais enfant. Et la France des années 60, l'école des années 60, est, si vous voulez, la dernière période de l'histoire de France où on apprenait l'histoire de France comme au XIXe siècle. Je pense que j'ai connu la fin de l'histoire de l'école de la Troisième République. C'était très curieux d'ailleurs avec le recul, parce que j'explique dans l'introduction, j'ai aussi connu les débuts de la société de consommation. C'est-à-dire que j'ai grandi sans le savoir à l'époque, j'y suis pour rien, c'est le hasard, mais tous les gens de ma génération me comprendront, à une période charnière. C'est-à-dire que notre corps était imprégné déjà de Rocher-Suchard et de Frestagada, c'est-à-dire les produits de la société de consommation américaine, et que l'Amérique avait répandu et qu'on était tellement content d'acquérir. Et en même temps, nos cerveaux étaient encore éduqués comme en 1890, comme le général de Gaulle avait été éduqué, comme tous ces gens-là du 19e avaient été éduqués. Et cette période-là, ça n'a pas duré longtemps. Hein. Dès les années 70, j'ai compris qu'on n'était plus dans la même période. En fait, on dit toujours les années 60, mais on devrait dire les années 70. Mais ça, je l'ai expliqué dans mon livre « Le suicide français ». Donc moi, justement, et c'est pour ça que j'ai écrit cette introduction, c'est que je voulais expliquer
comment on était français, comment on apprenait l'histoire de France, comment on apprenait à aimer la France par l'histoire et par la littérature et par l'école. Et ça a basculé dans les années 70. Et on voit bien, je vois bien la différence, je vois bien des gens qui viennent me dire, par exemple, ah, mais c'est pas vrai ce que vous racontez, ce n'était pas comme ça. Et puis, au bout de 5 minutes, je m'aperçois qu'ils sont nés 10 ans après moi. Et c'est tout bête, ils étaient de bonne foi. C'est flatteur pour moi, parce qu'ils me croient du même âge. Et surtout, plaisanterie mise à part, c'est très révélateur. Les gens pensent que ça a toujours été comme ça. C'est normal, on est tous comme ça. Sauf que non, ça n'a pas été comme ça. C'est comme exactement comme la délinquance. On vous dit toujours qu'il y a toujours eu de la délinquance, de la violence, etc. Oui, mais il n'empêche que on regarde les courbes. Et les courbes, elles basculent à partir du début des années 70, la fin des années 60. Quand vous dites ça, vous passez pour un vieux con et pour un type qui raconte des carabistouilles. Mais vous regardez les chiffres, vous lisez les livres et vous verrez que ça effectivement, ça bascule. Qu'avec le regroupement familial, il y a un basculement historique. Fin des années 60, regroupement familial, les deux basculements, et vous voyez que tout bascule. Vous dites ça, vous dites, oh ouais, d'accord, il rabâche, c'est un vieux con, etc. Il y a des basculements historiques. C'est ça que j'ai voulu montrer. Quand j'explique que, sur ma fameuse polémique sur les prénoms, que quand, dans les années 50-60, tout le monde donnait des prénoms français à ses enfants, on me regarde avec un air de dire « mais tu racontes n'importe quoi ». Ben non, c'était comme ça, et les gens ne se posaient même pas cette question. Ils le faisaient, qu'ils soient français depuis 1000 ans ou qu'ils soient français depuis 1 an, qu'ils soient arrivés de Tombouctou-les-Oies ou de l'Arménie ou de la Pologne ou de la Russie, de l'Italie. Ils faisaient ce boulot-là. Sinon, ils rentraient. C'est toujours les chiffres que je donne, vous savez, qui laisse pantois. On croit que l'immigration italienne s'est très bien passée. Quand vous allez voir les chiffres, vous voyez qu'il est arrivé 3,5 millions d'Italiens entre 1870 et 1940. Et je fais toujours mon effet en disant, savez-vous combien il en est resté ? 1 million. Donc il y a 2,5 millions d'Italiens qui sont rentrés chez eux. Soit ils ont été renvoyés parce qu'ils étaient devenus chômeurs, soit ils sont rentrés parce qu'ils voulaient continuer à appeler leur fils Maurizio et pas Maurice. C'est légitime. Ça n'a rien d'infâme. Mais ils rentraient. Et c'est ça qui est devenu incompréhensible aujourd'hui. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai raconté ça dans mon introduction, pour montrer l'effet générationnel. Je crois beaucoup aux effets de génération. Je pense que les générations, c'est une évidence, passent leur temps à se revancher les unes contre les autres, à s'affronter les unes contre les autres, et que ça tisse l'histoire de France. Et donc je voulais marquer mon témoignage pour ma génération. Un témoignage et surtout une série de portraits, de descriptions d'événements qui ont toujours une certaine logique, qui se raccrochent à des thèmes qui vous sont chers, à des thèmes qui sont parfois même jugés par certains chez vous obsessionnels. Je pense à l'islam notamment, et c'est vrai que bon, on est obligé de dire que vous commencez par l'islam, c'est le 2e chapitre dans lequel vous ouvrez le débat, et vous terminez pratiquement par l'islam dans le dernier chapitre. Et c'est transversal. On a les croisades, on a évidemment Roncevaux, on a tout. Et est-ce que, à ce point, l'islam est une question qui structure toute l'histoire de France d'une façon négative? Est-ce qu'elle a à ce point une influence telle qu'on doit l'évoquer de cette façon-là? Non, d'ailleurs, je n'écris pas ça. Je ne pense pas que ça structure l'histoire de France, non. Non, il y a d'autres choses dont je parle et qui structurent l'histoire de France. Mais on en parlera ensuite, j'imagine. Mais pour aller la question sur l'islam, si vous voulez, je pense qu'il y a une chose qui structure l'Europe, la chrétienté, c'est l'islam. Là, en revanche, je pense que, vous savez, le premier texte officiel dans lequel le mot Europe est inscrit, c'est pour raconter la bataille de Poitiers de Charles Martel. Le grand historien Henri Pirenne, qui n'est pas aimé par les historiens d'aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi, a fait un livre absolument, qui est pour moi un chef-d'œuvre, qui s'appelle Mahomet et Charlemagne, et qui explique que, en fait, jusqu'à Charlemagne, les gens en Europe se croyaient encore membres de l'Empire romain.
Ils n'avaient pas compris que l'Empire romain était mort, et d'ailleurs, il y avait encore l'empereur romain d'Orient, à Constantinople. Et d'ailleurs, Charlemagne lui-même, quand il devient empereur, envoie un mot à cet empereur d'Orient en faisant allégeance. Parce qu'il ne croit pas vraiment qu'il est empereur. Parce que pour lui, il y a un empereur au-dessus de lui, c'est l'empereur romain. Comme au temps d'Auguste. Vous voyez, bon. Et Pirenne explique très bien que les contemporains de Charlemagne, et Charlemagne lui-même, ont compris que le monde avait basculé à cause de Mahomet. C'est-à-dire que c'est la conquête musulmane qui est arrivée jusqu'à la Méditerranée et qui a conquis une grande partie de l'ancien empire romain d'Orient, qui leur ont fait comprendre qu'il n'y avait plus d'empire romain. Et que donc, ils avaient une identité, eux, qui était l'empire d'Occident. Vous voyez, Charlemagne. D'ailleurs, que c'était plus la Méditerranée qui définissait leur identité, mais que c'était l'Europe chrétienne, que c'était le christianisme. En fait, ils se sont découverts chrétiens face à l'islam. Ils se sont découverts européens face à l'islam. Et donc, ils se sont découverts français face à l'islam. Alors évidemment, aujourd'hui, on ne veut pas voir ça. On traite Pirenne par le mépris, comme d'autres, que je cite évidemment. On explique que Poitiers n'était qu'une petite embuscade, une petite... ça me fait beaucoup rire ça, parce que ça aussi, si ça vous embête pas, je vais m'arrêter 30 secondes sur Poitiers, parce que c'est très révélateur des méthodes des historiens d'aujourd'hui. Ils vous expliquent que ce n'est rien, que ce n'est une petite escarmouche, et que les Arabes ont perdu, mais qu'ils allaient rester ensuite dans le sud de la France. Oui, tout ça est vrai. Que ce n'était pas une grande bataille, comme on a connu les grandes batailles au temps de l'Empire romain, ou des Grèces contre les Perses, ou des grandes batailles d'après, sous Louis XIV, sous Napoléon. Tout ça est vrai. Ils vont vous expliquer que les Arabes ne pensaient qu'à faire du butin et qu'à piller, etc. Tout cela est vrai. Et une fois qu'on a dit ça, ils oublient, soit involontairement, soit volontairement, ils oublient l'essentiel. C'est que les Arabes n'ont jamais, dans toute la conquête par l'islam de ces immenses territoires, fait autre chose que des escarmouches. Et c'est comme ça qu'ils ont conquis la moitié de la planète. Parce que c'est leur façon de faire la guerre. Il y a un livre d'un historien américain, très mal vu aussi, parce qu'il est aussi pas bien pensant, Victor Hansoun, qui explique justement la différence entre la manière de faire la guerre des Européens et des Occidentaux, qui est une manière massive, on écrase l'adversaire, avec la manière d'autres civilisations, comme la civilisation arabo-musulmane, qui n'écrase pas l'adversaire, qui considère la guerre comme un art et comme un moyen de prendre du butin. Et il explique très bien d'ailleurs que la bataille de Poitiers, c'est justement l'opposition des styles entre Charles Martel et les Européens qui font une bataille rangée et les Arabes qui font une bataille où la cavalerie a plus de rôle, etc. Oui, c'est deux conceptions de la guerre. Ça, on n'a pas le droit de dire. Et que la victoire, en fait, de Charles Martel, elle est intéressante, non pas pour le nombre de morts mais c'est parce que justement, il a ressuscité l'art occidental de la guerre. Et c'est comme ça qu'il a gagné. Et donc, c'était un signal donné à tous les peuples européens, en particulier aux Espagnols, etc., qui étaient déjà soumis à la conquête arabe. C'est très révélateur, vous voyez, des méthodes. Ils vont vous raconter une partie de la vérité, mais ils ne vont pas vous raconter jusqu'au bout. Et ils vont mépriser les historiens qui vous éclairent sur cette partie. Alors, après, ils vont dire, j'ai des obsessions, etc. Non, j'essaye d'expliquer qu'il y a, depuis la naissance de l'islam, un conflit de civilisation entre la chrétienté et l'islam. C'est pas être obsessionnel, c'est simplement voir les choses telles qu'elles sont. Il y a eu 3 sièges par les armées musulmanes de l'Europe. Ils ont conquis, donc, le premier, ils ont la conquête arabe avec Mahomet, avec ses successeurs au 7e et 8e siècle. Et après, il y a eu le siège de Vienne en 1529, et après le siège de Vienne en 1683. Je n'ai pas inventé. Il y a évidemment un conflit entre l'islam et l'Europe. Puis, il y a à partir de l'expédition d'Égypte de Bonaparte, le mouvement se fait dans le sens inverse. Là, c'est l'Europe chrétienne qui envahit et qui bat et qui vainc et qui domine et qui colonise le monde musulman.
je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans un troisième vague de flux, où par l'immigration, par le bas, nous avons une conquête musulmane de l'Europe chrétienne. Et si vous voulez le dire, c'est essayer de regarder les choses en face. Et c'est essayer de comprendre le temps qui nous arrive par l'histoire. Et je cite, si vous voulez, cette phrase de René Girard, vous savez, le grand intellectuel qui est mort il n'y a pas longtemps, qui dans son dernier livre, Achevé Clausewitz, disait « Il nous faut entrer dans une pensée du temps où Charles Martel et les croisades seront plus proches de nous que la Révolution française et l'industrialisation au Second Empire. » Qu'est-ce que veut dire cette phrase? Ça veut dire que depuis 2 siècles, chaque génération a vécu avec la Révolution française. Chaque génération n'a parlé que de l'industrialisation du Second Empire et des effets, le social, les ouvriers, la misère, etc. Chaque génération s'est positionnée par rapport à cette question-là. Eh bien, nous sommes en train de basculer dans un autre monde où nous allons devoir nous positionner face à Charles Martel et aux croisades, face aux guerres de religion. C'est pour ça que je fais un chapitre sur les guerres de religion et je compare le protestantisme avec l'islam, le fondamentalisme protestant de l'époque avec le fondamentalisme musulman de l'époque. Et j'éclaire les guerres de religion sur ce jour-là. Vous voyez, donc il faut comprendre, si vous voulez, qu'on a changé de moment historique. Et que le temps où on était obsédé, pour reprendre les mots de mes adversaires, par la Révolution française, ce temps-là est terminé. Nous sommes dans un autre paradigme historique. Mais ça, évidemment, le dire en lui-même, c'est déjà un objet de scandale. C'est d'ailleurs, à mon avis, un des points sur lesquels vous heurtez de front la conscience nationale qu'on a gardée de l'histoire de France. Parce qu'on associe aussi, malgré tout, l'histoire, je pense que ça c'est assez général, même chez les gens qui ont une vision assez éclairée, on associe quand même notre pays à un certain idéalisme, aux droits de l'homme, mais avant les droits de l'homme aux Lumières, et puis avant les Lumières aussi à toute l'éclosion intellectuelle depuis la Renaissance. Et c'est vrai qu'on a idéalisé et banni plus ou moins tout cynisme. Non, on n'a pas idéalisé. C'est vrai, oui. Non, on n'a pas idéalisé parce que c'est une partie de l'histoire de France. Si vous voulez, il faut bien comprendre, vous me disiez le fil rouge de l'histoire de France, c'est l'islam. Non. L'islam vient par raccro. Pourquoi? Parce que le fil rouge de l'histoire de France, c'est le catholicisme. La France est forgée par l'Église. Et c'est l'Église qui va choisir un petit roitelet. D'ailleurs, elle trouve ce qu'elle peut. Elle prend d'abord Clovis, et puis après, ses fils font n'importe quoi. Alors après, elle prend Charlemagne, et puis après, ses fils vont encore se déchirent et se divisent et se font la guerre. Et après, elle va prendre le petit Capétien, qui était rien du tout. Petit Capétien, qui était un roi d'Île-de-France. Il avait le pauvre gars, il était moins fort que les seigneurs qui lui rendaient hommage. C'est l'Église qui a fait la France. Et elle a pris comme épée l'épée du roi de France. Et elle unifie des populations qui sont très différentes. Donc il n'y a pas d'ethnie française, il n'y a pas de race française au départ. Il y a des gens du Nord, des gens du Sud. Il y a des Gaulois, il y a des Gaulo-Romains, il y a des Gallo-Romains, il y a des Celtes, il y a des Ligures, il y a des Ibères. Vous voyez, il y a des gens très, très divers, mais qui sont unifiés par le catholicisme. Et qui sont unifiés par le roi de France. Le roi de France est l'épée de l'Église. Ça commence avec Rémy et Clovis, et ça continue après avec tous les hommes d'Église qui vont être auprès des rois, et je vous remonte le temps jusqu'à Richelieu et compagnie. Bon. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Et qu'est-ce qu'il y a dans le catholicisme? Le catholicisme, c'est assez simple en vérité. Il y a plusieurs influences. Il y a la loi juive, l'alliance, etc., la raison grecque, la discipline intellectuelle grecque, et le message d'amour du Christ. C'est en gros le trépied catholique. Quand il y a un équilibre, pendant des siècles, on trouve un équilibre entre ce trépied, dans ce trois. Ça marche très bien. Ça unifie le pays, ça unifie tout le continent. Les Francs veulent être
le peuple élu. Je fais un chapitre sur Saint-Louis qui dit aux Francs qu'ils sont le nouveau peuple élu, puisque c'est le peuple le plus chrétien. Bon. Et le problème avec ça, c'est quand on oublie, quand on fait du trépied un seul pied. C'est-à-dire quand on réduit le message du christianisme à l'amour. C'est une hérésie qui était jadis combattue férocement par l'Église. Quand on limite le discours chrétien à l'amour, ça donne un déséquilibre. Vous voyez bien, là, votre table, elle n'a plus qu'un pied. Et surtout, c'est le talon d'Achille de la France. C'est ça l'idéalisme. C'est ça l'universalisme. C'est le message d'amour du Christ. Alors, quand c'est équilibré par la raison grecque et la loi juive, qui était imposée par l'Église, c'est l'Église qui est allée chercher dans le Lévitique toutes les règles, puisque Jésus n'avait jamais donné de règles juridiques, puisqu'il y avait l'Empire romain, il y avait le droit romain. Donc il ne s'est jamais mêlé de ça. C'est pas comme l'islam, il n'a jamais... C'est pas une religion, c'est pas un message juridico-politique, vous comprenez? Puisqu'il y avait le droit romain. Donc le catholicisme ne donnait pas de loi. Bon. Donc, quand il y a ce trépied-là, tout marche bien. Quand on réduit le christianisme uniquement au message d'amour, c'est la catastrophe. Et je cite André Suarez, qui était lui aussi un juif venu d'Italie, qui est tombé complètement amoureux de la France, qui était un patriote fou, un grand écrivain par ailleurs fou de Pascal. Moi, je trouve d'ailleurs qu'à force d'être amoureux de Pascal, il finit par écrire comme Pascal. Il faut lire Suarez, c'est incroyable. Et vraiment, c'est un très grand écrivain, complètement malheureusement oublié aujourd'hui. Et il dit à un moment, qu'il aille ou non à l'église, le peuple français a l'évangile dans le sang. Et ses plus graves erreurs, c'est quand il met du sentiment dans la politique. Et je pense que s'il y a un fil rouge dans mon livre, c'est ça. C'est qu'à chaque fois dans son histoire que le peuple français a mis du sentiment dans la politique, il l'a payé très cher. Et les droits de l'homme, c'est cela. Les droits de l'homme, qu'est-ce que c'est? C'est l'universalisme chrétien laïcisé. Ce n'est que ça, en vérité. Bon. C'est magnifique, mais j'ai coutume de dire avec ironie, c'est magnifique quand on est le pays le plus peuplé d'Europe. Au XVIIIe siècle, on est 28 millions, on nous surnomme la Chine de l'Europe. Les Anglais sont 8 millions. On est peuplé autant que la Russie tout entière. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire qu'on devrait être 150 millions à 200 millions aujourd'hui pour avoir l'équivalent. Les autres pays font 5 millions, 6 millions. Quand la France fait l'appel aux armes, vous comprenez qu'il n'y a aucune armée qui résiste. Il faut qu'ils se mettent à toute l'Europe pour nous battre. Et encore, ils mettent 15 ans. C'est ça, la France, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle. C'est le gros animal, comme disait De Gaulle. C'est la Chine de l'Europe, je vous le dis. Et ce pays-là, quand il a la grande armée de Napoléon et qu'il est le plus peuplé d'Europe, il peut faire la déclaration des droits de l'homme. Évidemment, l'homme avec un grand H, c'est lui. Le reste, c'est du soft power, comme disent les Américains. C'est-à-dire, regardez comme on est généreux et grand. Et si vous n'êtes pas content, vous avez l'armée pour vous taper dessus. C'est exactement ce que font les Américains aujourd'hui. Ils font la même chose, ils nous ont copiés. Ils prennent le discours des droits de l'homme de la France et ils le servent avec le gros bâton de leur armée. Exactement comme on a fait sous Louis XIV et Napoléon. À partir du moment où on n'est plus que 1% de la population, que nos frontières sont ouvertes à tout va à des gens qui sont des centaines de millions et qui sont de plus en plus nombreux et qui veulent tous venir en France. Quand on a ce discours des droits de l'homme et qu'on n'a plus la meilleure armée du monde, dans ce cas-là, on est suicidaire. C'est-à-dire que l'universalisme des droits de l'homme se retourne contre nous. Et il y en avait un qui l'avait prévu, qui l'avait prédit. C'est Ernest Renan, vous savez, le grand intellectuel qui avait écrit « Qu'est-ce qu'une nation ?», son fameux texte que j'analyse d'ailleurs. On en parlera si ça vous intéresse, pour vous montrer à quel point ce texte est complètement dévoyé aujourd'hui et a été lamentablement charcuté, mais passons. Et qu'est-ce que disait Renan? Il disait « Une nation, forcément, ça a une identité, donc ça enferme. Par rapport à l'autre, on se définit par rapport à l'étranger. Mais il y a des nations qui touchent à l'universel, et c'est celles-là les plus grandes. Évidemment, quand elles ont un message universel, c'est les plus grandes nations à un moment de l'histoire. » Et il ajoutait «
toutes ces nations le payent de leur existence. Et il donnait des exemples. Il disait, par exemple, Israël sous l'Antiquité romaine a inventé le monothéisme avec le christianisme, et ben Rome l'a détruit. L'Allemagne, avec Luther, invente le protestantisme, ils l'ont payé d'une guerre de 30 ans terrible, où un tiers de la population allemande est morte, et l'Allemagne a disparu de la carte géopolitique de l'Europe pendant 2 siècles. Et il dit, la France, avec la Déclaration des droits de l'homme, touche à l'universel, mais elle va le payer, et elle risque de le payer de son existence même. Il le dit à la fin du XIXe siècle. Et c'est ça qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est-à-dire que notre message universel des droits de l'homme, qui est magnifique quand on est la première puissance du monde, militaire et démographique, devient une plaie ouverte quand on n'est plus ça, et se retourne contre nous. Et ceux qui ne le comprennent pas sont des criminels. Je comprends ce que vous nous dites, mais est-ce que vous ne considérant qu'il y a toujours la nécessité d'un rapport de force pour établir les choses? Je pense, vous escamotez par exemple complètement le rôle d'Henri IV. Henri IV, c'est quand même, me semble-t-il, aussi un acte généreux, politique bien entendu, mais généreux et qui a eu des effets positifs sur un siècle au moins. Ah, je suis pas d'accord. Mais vous avez raison, je ne l'escamote pas, je ne le prends pas en portrait. Mais j'en parle, j'ai choisi Catherine de Médicis. Pourquoi j'ai choisi Catherine de Médicis? Parce que il me semble que Catherine de Médicis ressemble beaucoup à nos élites. C'est-à-dire que Catherine de Médicis, c'est une pacifiste. C'est quelqu'un qui veut contenter tout le monde, qui veut être tolérante avec tout le monde. C'est très intéressant, Catherine de Médicis. J'ai découvert en travaillant sur le livre, parce que je ne pensais pas la prendre au début comme modèle, et en fait je me suis rendu compte à quel point elle était moderne. On en fait un élève de Machiavel, alors qu'en fait elle est plutôt un élève d'Érasme. Et Érasme, vous savez, c'était le grand rival à l'époque de Machiavel, et c'est lui qui a voulu tenir le discours le plus pacifiste possible, le plus humaniste possible. C'est le grand humaniste, Érasme. Et Machiavel passe, comme vous dites, pour le grand cynique. Seulement le résultat, c'est qu'elle finit par faire la Saint-Barthélemy. Et pourquoi elle fait la Saint-Barthélemy? Parce que les dirigeants protestants, qu'elle n'a cessé de couvrir d'éloges, de prébendes, qu'elle met qu'elle rapproche du roi, etc., prennent une importance incroyable et prennent une arrogance incroyable. Et veulent imposer au roi leur politique, veulent imposer au roi leur changement d'alliance géostratégique, veulent convertir tous les Français au protestantisme, méprisent le petit peuple qui veut rester catholique, se gaussent des curés qu'ils jugent illettrés, veulent imposer leur lecture des évangiles. Il y a à l'époque un fondamentalisme protestant qui est d'une rare, impétuosité. Et si vous voulez, c'est pas du tout ce qu'on nous a appris. Évidemment, puisqu'après, ils l'ont payé très cher. Donc on le voit aujourd'hui, légitimement, après un massacre comme le massacre de la Saint-Barthélemy, qui est une horreur, on les voit comme des victimes, ce qui est normal. Mais on ne voit pas le contexte, et on ne voit pas la mauvaise politique de Catherine de Médicis. Bon. Et même un type comme Montaigne, qui est quand même le modèle de la tolérance et le modèle de l'intelligence, dira après la Saint-Barthélemy, cette phrase inouïe que j'ai trouvée dans un historien contemporain d'ailleurs, il fallait le faire. Et vous savez, il y a un truc très drôle, j'ai pas pu m'empêcher de le mettre dans le livre. Vous savez ce qu'il reproche aux protestants? C'est de donner des prénoms tirés de l'Ancien Testament qui sentent, dit-il, plus la foi. Et il dit, j'en ai marre de ces prénoms qui sentent plus la foi, Ézéchiel et tout ça. Redonnez-nous des Louis et des Pierre et des Jacques. On est au XVe siècle. C'est pas mal quand même. Donc et je vous assure que c'est vrai. On va dire que je l'invente, mais je ne l'invente même pas. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des ambiances qui nous ressemblent beaucoup, et beaucoup plus qu'on ne croit. Et Henri IV, vous me parlez d'Henri IV. Oui, il fait un édit de tolérance, très bien.
qui permet de pacifier un peu. Mais en vérité, il ne règle rien. Car il ne règle pas le problème politique. Il donne aux protestants des villes de sûreté. On se dit très bien, au moins ils pourront pratiquer leur religion tranquillement, à l'abri de la malveillance des catholiques. Bon, très bien. Sauf que ces villes de sûreté deviennent des villes agressives. Ils s'arment. Ils persécutent eux-mêmes les catholiques qui y sont. Ils prennent langue avec les Anglais, qui sont à l'époque dans une politique bizarre vis-à-vis de la France. Ils prennent langue avec la Hollande, ils prennent langue avec toutes les nations protestantes qui veulent prendre le dessus sur les nations catholiques. Il y a à l'époque une vraie rivalité entre les nations protestantes et les nations catholiques. En vérité, Henri IV, à la surface, il a pacifié le problème, et en dessous, il l'a aggravé. Et c'est pour ça qu'ensuite, c'est Richelieu qui va régler le problème de façon terrible en faisant le siège de La Rochelle et en massacrant 90% de la population. Vous m'entendez? 90% de la population. Il n'en restera que 10% à l'issue du siège. Et parce que La Rochelle n'a pas voulu céder, les élites protestantes de La Rochelle n'ont pas voulu céder, elles étaient persuadées que l'Angleterre viendrait les secourir. Vous savez, c'est la fameuse histoire des 3 mousquetaires. C'est le collier de la reine, c'est Buckingham, Bouquinquin, comme on disait à l'époque. C'est l'amour entre Buckingham et la reine. Surtout l'amour de Buckingham pour la reine, parce que la reine, il fallait qu'elle fasse gaffe. Elle était très surveillée, les reines à l'époque. Donc vous voyez, c'est ça. Et bien cette histoire-là, elle a une version plus sérieuse, elle a une version qui est terrible pour l'avenir de la France. En vérité, le sort de la France s'est joué là. La France aurait pu devenir une nation protestante, pour le meilleur et pour le pire. Mais le peuple français ne l'a pas voulu. Et donc, le roi ne l'a pas voulu. Et quand même Louis XIV révoque l'édit de Nantes, ce qui nous scandalise aujourd'hui, parce que nous sommes habitués à la liberté religieuse, etc., ça nous scandalise légitimement. Mais à l'époque, vous avez 99% du pays qui est favorable. On aurait fait un référendum à l'époque de Louis XIV, il aurait gagné comme les référendums du général de Gaulle, à 80%. Et certains historiens expliquent même qu'au moment, vous savez, Louis XIV a eu des magnifiques victoires au début de son règne, et à la fin de son règne, il a subi des défaites. Parce que là aussi, comme Napoléon plus tard, toute l'Europe s'est liguée contre lui. Louis XIV n'a tenu et n'a été soutenu par son peuple, d'après certains historiens, que parce qu'il avait aboli l'édit de Nantes et qu'on lui reconnaissait une stature de grand catholique et que le peuple a soutenu pour ça. Donc vous voyez, l'histoire est beaucoup plus complexe qu'on ne croit. Et il faut essayer de sortir d'une vision manichéenne. C'est amusant parce que c'est ça qu'on me reproche. Mais vous voyez, je ne suis pas dans le roman national, je ne suis pas dans la mythologie. J'essaye de comprendre ce qui s'est passé vraiment et surtout, j'essaye de voir ce qui nous rapproche d'aujourd'hui. Toujours ma phrase de René Girard. Accordez-moi que cette histoire des guerres de religion vue comme ça nous rappelle quand même pas mal de choses. Un autre fil rouge qui, me semble-t-il, structure votre livre, c'est l'idée que la France est certes le fruit de son histoire, c'est une construction historique essentiellement, la France, mais c'est aussi le fruit de sa littérature d'une certaine manière, je veux dire du logos de tous ceux qui, depuis sa création, ont exprimé, soit poétiquement, soit avec leur réflexion, son existence, avec tout ce que ça suppose. Depuis les livres historiques, depuis les premières chansons de geste, depuis la chanson de Roland jusqu'au tout dernier texte qu'on peut trouver dans le XXe siècle, toujours cette idée que des penseurs, des écrivains ont exprimé et ont fait progresser l'idée que la France a une histoire et une existence propre et singulière. Alors là, vous touchez vraiment un point important. Vous avez vu d'ailleurs que dans le livre, il y a vraiment énormément de portraits d'écrivains. À chaque siècle, je prenais soin vraiment de prendre un écrivain, ou deux, ou trois, pour montrer l'influence qu'il a eue, à la fois sur son siècle et aujourd'hui.
parce que je pense effectivement que la France est une nation profondément littéraire. Si vous voulez, nous avons des écrivains qui n'ont rêvé que de faire de la politique, et nous avons des grands politiques qui se sont toujours voulus écrivains. Bonaparte écrit, De Gaulle écrit, Richelieu écrit, il écrit des pièces, il écrit... On ne se rend pas compte, tous ces gens. Tous ces gens étaient des écrivains, des vrais écrivains, et parfois des très bons écrivains. Et de l'autre côté, nous avons des écrivains qui passent leur temps à penser la politique, l'histoire, etc., et qui n'écrivent pas que des romans. Chateaubriand, Lamartine, Victor Hugo, Voltaire, Rousseau... Tous ces gens-là sont en vérité à la fois des grands écrivains et des hommes politiques. Et ils ont une influence inouïe, plus que la plupart des hommes politiques n'en auront jamais, sauf les géants de notre histoire, sur la politique de leur temps et sur l'histoire de leur temps. Tocqueville explique même qu'à partir du XVIIIe siècle, ils ont pris le pouvoir en France. Que Voltaire, Rousseau, Diderot ont pris le pouvoir en France, qu'ils ont supplanté les rois, qu'ils ont supplanté l'Église, et que c'est eux qui préparent la Révolution, et c'est eux qui imposent leur vision de la France et de ce que va devenir la France. Et donc c'est pour ça qu'à chaque fois, je fais des chapitres. Alors, certains me le reprochent, j'ai osé critiquer Victor Hugo, mais j'admire Victor Hugo. C'est pas parce qu'on admire le style d'un écrivain qu'on ne peut pas critiquer certaines orientations politiques de cet écrivain. Voltaire écrit divinement. Je pense qu'il a été catastrophique pour la France dans de nombreux aspects. Donc je l'écris. Vous voyez, je parle de Rousseau, je parle de tout ça. Je pense effectivement qu'il y a une importance cardinale des grands écrivains français dans l'histoire de France et qu'il faut prendre cette histoire-là à bras-le-corps. Et donc montrer l'influence qu'ils ont jusqu'à aujourd'hui. Et la généalogie de cette influence. Je le fais pour Voltaire, je le fais pour Rousseau, je le fais pour Bossuet, je le fais pour Racine. Et on ne se rend pas compte de l'importance de Racine. Racine est vraiment l'incarnation de l'écrivain français. La langue de Racine, c'est sans doute la langue française la plus pure qu'il n'y ait jamais eu. Donc, vous voyez, c'est vraiment... je pense que j'aurais écrit une histoire d'un autre pays, je n'aurais pas du tout insisté autant sur les écrivains. Là, l'histoire de France est absolument... je crois qu'on ne peut pas en parler sans parler des historiens, des écrivains, des grands écrivains français. Par pure gourmandise, est-ce que pourriez-vous nous en dire un peu plus sur Voltaire? Parce que c'est vraiment un chapitre où il y a du règlement de compte dans l'air et j'ai bien aimé. Merci. Ah, écoutez, Voltaire, c'est simple et à la fois très compliqué. Voltaire, on le présente toujours comme le héros de la liberté, de la tolérance. Voilà, c'est des Lumières, de l'incarnation des Lumières, de l'esprit français, etc. C'est rien de tout ça. D'abord, comme lui disait son amie Madame du Deffand, la tolérance, parlez-en pour vous, d'abord, soyez tolérants. Il n'y a pas plus intolérant que Voltaire. Il n'y a pas plus méprisant que Voltaire. Il n'y a pas plus arrogant que Voltaire. Voltaire méprisait la terre entière. Voltaire avait un tel sentiment de supériorité sur les autres que peu trouvaient grâce à ses yeux. Voltaire est en même temps un courtisan effréné. Je le compare à De Funès dans La folie des grandeurs. Il est ça aussi. C'est très amusant. C'est vraiment De Funès, c'est-à-dire arrogant avec les faibles et vraiment obséquieux avec les puissants. Bon, ça c'est sur le plan personnel. Bon, déjà, c'est pas un personnage sympathique. Mais après tout, dans l'histoire de France, il y en a d'autres qui sont pas sympathiques et qui sont glorieux. Je pense pas que Richelieu était très sympathique. Donc oublions cet argument. Mais il y a beaucoup plus grave. Il y a d'abord que Voltaire est l'incarnation de l'esprit français, oui, pour la prose, pour le style. Mais il est, comme le dit très bien Nietzsche, l'importateur des idées anglaises. En vérité, c'est Voltaire qui importe les idées anglaises, les idées d'utilitarisme, les idées de commerce, où le commerce est plus important que tout,
les idées de cosmopolitisme, les idées comment dire, de liberté parlementaire aussi. Tout ça, c'est Voltaire. Voltaire est le grand traducteur des idées anglaises. Les idées françaises, en vérité, comme dit toujours Nietzsche, c'est le XVIIe siècle. Et le paradoxe, c'est que c'est les armées françaises à la Révolution qui vont exporter dans toute l'Europe ce qu'ils croient être les idées françaises et qui sont en fait les idées anglaises. Qu'on appelle les Lumières, en fait, c'est les idées anglaises. C'est la liberté à l'anglaise. C'est la grande victoire posthume du protestantisme sur le catholicisme. Vous voyez, on en revient. Bon. Et troisième chose, alors là, beaucoup plus embêtante, c'est que Voltaire est le vrai inventeur de notre guerre civile intellectuelle froide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre pays où le débat intellectuel soit aussi intolérant et aussi sectaire qu'en France. Il n'y a pas un pays où on ostracise à ce point l'adversaire, où la gauche est la vertu et la morale, et où l'adversaire est non pas un adversaire et non pas quelqu'un qui a tort, non, ça serait trop beau, mais quelqu'un qui incarne le mal, quelqu'un qui est diabolique. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'en France où le débat intellectuel a repris les thématiques de la religion, avec le bien et le mal, avec le paradis et l'enfer, avec le bon Dieu et le diable. Il n'y a qu'en France. Je suis allé en Italie, en Russie, dans d'autres pays, et à chaque fois, on me recevait avec courtoisie. Je pouvais débattre avec des gens de gauche. Je me souviens d'un débat sur la RAI, la radio-télévision publique italienne, avec des gens de gauche, et ces gens-là étaient d'une courtoisie exquise. Bon, c'était des Italiens, c'est sûr. Mais en plus, c'était des gens de gauche, ils ne m'ont pas insulté. Ils ne m'ont pas traité de nazi au bout de 2 phrases. Bon, vous voyez, ils n'ont pas dit que j'étais obsessionnel et que j'étais bon pour l'asile psychiatrique. Bah, ça m'a fait bizarre au début. Je n'avais plus l'habitude. Et ben ça, c'est Voltaire. C'est la faute à Voltaire. C'est la faute à Voltaire. Je vais vous dire, je l'explique dans le livre, vous avez vu. C'est Voltaire qui explique à ses amis qu'il faut s'organiser, qu'il faut faire des meutes, qu'il faut faire la chasse aux adversaires, qui écrit au ministre pour qu'il enferme un de ses adversaires, qui écrit en disant il faut le censurer, il faut le mettre en prison, qui profite de ses relations avec la Pompadour pour mettre tel et tel en prison, à la Bastille. Voltaire. C'est Voltaire qui monte, vous savez, il y a des comités dans toute la France, de province. Et quand il y en a un qui ose s'attaquer à Voltaire, il croit qu'il s'attaque à Voltaire, mais pas du tout. Il a immédiatement tous les comités de France et de Navarre qui lui sautent à la gueule. C'est une organisation inouïe. C'est la fameuse République des lettres. On parle comme République. C'est la Corée du Nord, ouais. Ça, c'est Voltaire. Mais il le dit consciemment. Il en est tout à fait conscient. Il fait exprès. Ne croyez pas qu'il est naïf. Voltaire, il est tout sauf naïf. Il est supérieurement intelligent. C'est lui qui organise ça. Et quand j'ai découvert ça dans un historien, encore une fois, que seul François Furet a exhumé dans les années 70, le pauvre est mort à la guerre de 14, comme Péguy, au front, et qui s'appelle Augustin Cochin. C'est le seul qui, à la fin du XIXe siècle, a osé mettre à jour ça, et il a expliqué le sectarisme et l'intolérance des Jacobins sous la Révolution par Voltaire. Évidemment, il a été couvert de crachats par toute l'intelligentsia française de l'époque, par toute l'intelligentsia universitaire, qui l'a insulté, tous les Hollard, tous les Mathiez, tous les historiens marxistes, tous les historiens jacobins, qui l'ont insulté, qui l'ont couvert d'opprobre. Donc il a été étouffé pendant 70 ans. Ce type, personne n'entendait parler avant que Furet ne l'exhume dans les années 70-80, se faisant insulter de nouveau par les mêmes, par leurs enfants et leurs petits-enfants. Donc vous voyez, c'est ça le débat intellectuel en France. Et ça, c'est Voltaire. Remarquez qu'il y a
il y a une forme de justice immanente, parce que Voltaire, plus personne, enfin plus grand monde ne le lit de façon exhaustive, et bon, son théâtre est tombé complètement en désuétude. On regarde toujours du Marivaux avec Philippe Plaisir, et quand même le siècle de Louis XIV, c'est pas mal. Voilà, c'est un bon livre, mais c'est vrai. Et Rousseau, en revanche, a toute votre indulgence. Vous le regardez avec tendresse, Rousseau. Écoutez, je regarde avec tendresse Rousseau parce que c'est le seul qui, dès le XVIIIe siècle, il a beaucoup de défauts, Rousseau. Hein. Il écrit un livre d'éducation et puis il met ses 5 enfants il les met à l'orphelinat. Oui, c'est le genre de Rousseau, ça. Il est sensible, il pleure sur lui-même, mais il pleure pas sur les 5 mômes qu'il a jamais vus. Vous voyez, ça, je dis pas qu'il a des qualités. C'est une rockstar, Rousseau. C'est le premier Mick Jagger avant la lettre. On le prend dans la rue, on l'arrête, on l'embrasse, et puis il se lamente en disant mais j'en ai assez. Et en fait, il rêve que de ça. Vous voyez, c'est pas un parangon de vertu. Mais, et puis il y a politiquement le contrat social, qui est une rupture fondamentale avec la tradition, avec l'enracinement. Donc il y a des vraies critiques de Rousseau. Mais il a une vertu extraordinaire, Rousseau. Il comprend, dès le XVIIIe siècle, les dangers du cosmopolitisme du XVIIIe. Il comprend, dès le XVIIIe siècle, que ça va se faire au détriment du peuple, que ça va se faire au détriment des patries, que la patrie est une protection pour les pauvres, bien avant Jaurès, bien avant tout le monde. Il a très bien compris ça. Il s'oppose à Voltaire là-dessus. Il dit « Défiez-vous de ces cosmopolites qui aiment l'humanité pour ne pas aimer leurs voisins. » Il a très bien compris BHL. Ah oui. Il a très bien compris tous ces intellectuels qui nous font pleurer sur les Ukrainiens ou les Afghans et qui se foutent complètement du sort des Biterrois. Il a très bien compris ça. Et il a compris ça en 1750. C'est là où il est très fort. Il a compris ça en 1750. Mais il avait sous les yeux Voltaire. Hein. Il avait sous les yeux tous les autres. Hein. Il a très bien compris. Et plaisanterie mise à part, il a compris qu'une nation, qu'un peuple, se définissait par rapport à son histoire, par rapport à son enracinement et par rapport à l'étranger. Il est très ferme avec les étrangers. Il n'est pas du tout un multiculturaliste. Il pense qu'il peut y avoir assimilation, mais qu'elle doit être exigeante. C'est-à-dire, Rousseau est très intéressant. Le débat entre Rousseau et Voltaire est très contemporain. Et j'ai voulu montrer de quel côté je me situais. Et sur ce plan-là, Rousseau est très intéressant. Il a très bien compris, si vous voulez, avant Marx, il a très bien compris les ravages du libéralisme et du capitalisme mondialisé. Il a très bien compris ça. Il a très bien compris qu'il y avait un hic au progrès. Vous voyez ? Et que le progrès avait un danger, avait des dangers énormes. À l'époque, on est d'une naïveté incroyable. C'est normal, ça commence. Ils découvrent la notion de progrès, et évidemment, ils n'ont pas encore l'industrie, ils n'ont pas encore tout ça. Rousseau, lui, a vu tous les dangers qui nous paraissent évidents. Michéa en fait un livre tous les 2 ans. Mais d'ailleurs, il reconnaît sa dette envers Rousseau. Hein. Rousseau a vu tout ça. Et rien que pour ça, je pense qu'il faut lui tirer un coup de chapeau. Pour en finir avec la littérature, quoi qu'on n'en finirait jamais, mais d'une part, je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire que le plus grand de ce point de vue-là, c'est Montaigne quand même. Et puis... oui. Moi, je préfère Pascal. Bon, Pascal. Et puis pour progresser et se dire qu'il y a aussi un destin français dans ce domaine-là, vous êtes assez pessimiste, je crois, et vous considérez que le temps des grands écrivains est terminé. Est-ce que ça renaîtra, ou est-ce que véritablement on est dans une nuit longue? Longue, je sais pas, mais nuit, j'en suis sûr. Je pense que depuis
franchement, depuis les années 50, 60, on n'a pas eu d'écrivain de la dimension de ce qu'on a eu auparavant. C'est-à-dire, on n'a pas eu d'écrivain, je veux dire, notre plus grand écrivain depuis les années 70, celui qui comprend le mieux l'époque, c'est Michel Houellebecq, c'est une évidence. Ça, c'est évident que c'est lui le plus grand romancier qui comprend le mieux l'époque. D'ailleurs, c'est un ami, c'est devenu un ami, donc je peux en parler très librement. Je n'ai, si vous voulez, quand je lis du Houellebecq, je jubile, parce que d'abord je ris, c'est très drôle, c'est très méchant, c'est très cruel pour l'époque, et donc je me retrouve évidemment, j'en suis tellement ravi que je suis en extase, donc je suis très content quand je lis du Houellebecq, mais je n'ai pas ce n'est pas une offense, hein, je lui dirais, on en a parlé d'ailleurs tous les deux, je n'ai pas d'emportement lyrique comme j'en ai quand je lis Chateaubriand. Quand je relis pour la 10e fois Mémoire d'outre-tombe, et j'ai encore une émotion incroyable sur le style de Chateaubriand. Même, j'ai relu l'été dernier La Semaine sainte d'Aragon, hein, je reste un peu sur le cul, quoi. Quand je lis ça, je dis, bah, chapeau, quoi. Vous voyez? Mais c'est le style, je parle du style. Je ne parle pas du fond. Je n'ai pas ça avec Houellebecq. En revanche, évidemment, sur la modernité, sur l'époque, c'est le plus grand romancier français, d'ailleurs, toute l'Europe le sait, puisque personne en Europe n'a ça. Les Allemands le traduisent tout le temps, vous voyez, donc ça, il nous reste quand même quelque chose. Les autres, franchement, je veux dire, leurs histoires de bonnes femmes, leurs histoires d'amour, non mais c'est pathétique, quoi. C'est pathétique. Vous savez, j'étais pendant 5 ans chez Ruquier, et je recevais des écrivains ou des écrivaines, comme elles disent, et parce qu'il y a beaucoup de femmes maintenant, comme c'est les femmes qui achètent les romans, on leur met des femmes pour écrire les romans, ou des hommes qui leur racontent des histoires de femmes. C'est intéressant à remarquer, mais bon, sociologiquement c'est très intéressant, mais c'est la faute des hommes aussi, hein. Ils ne lisent pas de romans, donc évidemment le marché a suivi. Bon. Et alors je vous assure, je lisais ça. C'est-à-dire que je lisais 30 pages, 40 pages, et je souffrais, mais je souffrais sang et eau. Je souffrais d'abord pour le style, parce que j'avais envie de corriger comme un prof, et ensuite, ça ne m'intéressait pas. Franchement, le fait que leur père les a violées à 12 ans et que ensuite elles ne peuvent pas être amoureuses, et qu'ensuite elles sont amoureuses et puis elles sont pas amoureuses, et puis finalement elles sont amoureuses, mais c'est bien dans une chanson de Véronique Sanson, quoi. Et c'est écrit avec leurs pieds. Mais je vous assure, quand j'étais chez Ruquier, ce que je faisais, vous n'allez pas me croire, hein, mais pour me laver la tête, je prenais soit du Baudelaire, soit du Verlaine, vous voyez, je lisais des poèmes. Je vous assure que c'était un médicament. Je me sentais mal, je me sentais pas bien. Je vous assure que c'est pas du cinéma que je fais. Je me sentais pas bien. Je veux dire, ils écrivent tellement mal que j'en souffrais physiquement. C'était physique. Et j'avais besoin de lire, et de lire de la poésie. Vous voyez, je relisais du Victor Hugo, vous voyez, avec qui je ne suis pas tendre, mais bon, voilà, je relisais les grands textes, je relisais 93, alors là, c'était magnifique, j'étais dans mon monde, je retrouvais mon monde. Mais c'est terrible, on vit, mais l'autre jour, je lisais une critique de Beigbeder dans le Figaro Magazine, et il citait un écrivain que j'ai oublié son nom, et il expliquait que c'était la réponse féminine aux jeunes filles de Monterland. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ont lu Les jeunes filles de Monterland, qui est un livre vraiment, je dirais, savoureusement misogyne. Alors vraiment, c'est interdit dans les facs américaines aujourd'hui, hein. Ça, d'après moi, c'est strictement interdit, hein. Mais c'est drôle, c'est méchant, c'est évidemment injuste,
Mais c'est magnifiquement écrit, et je pense que c'est vraiment le regard des hommes sur les femmes, et c'est très drôle, c'est très méchant, je vous dis, c'est très injuste. Mais voilà, il faut lire ça, il faut avoir lu ça, et puis on passe à autre chose, on lit d'autres choses, et voilà. Et je lis donc le papier de Beigbeder qui dit, voilà, elle se moque des hommes comme Monterland se moquait des femmes. Bon, très bien, j'achète le livre. Suis-je bête? Non, mais parce que moi, je pourrais critiquer les hommes. C'est facile, hein, franchement. Et on peut en écrire des tomes et des tomes. Hein, c'est vraiment très facile. Mais là, c'était bête. C'était mal écrit. C'était vraiment d'un niveau, mais lamentable. Et je me suis dit que soit Beigbeder ne savait plus lire, à force de lire des livres contemporains, il ne savait plus lire, ce qui n'est pas... C'était pas un argument à écarter. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas lu de grands livres, donc voilà, c'est tout. Donc il avait oublié. Soit il fallait qu'il dise du bien d'un livre de temps en temps. Soit c'était une copine. Tout ça est possible. Mais je vous assure, c'est dramatique. Donc oui, je pense que nous vivons un moment tragique de la littérature française. J'espère que ça va finir. C'est possible, hein. Je crois que dans l'histoire, on n'a jamais vécu quand même de moments aussi longuement tragiques. Donc je suis inquiet. Mais bon, tout peut arriver. Hein. Bon, ne quittons pas ce moment assez savoureux sur les femmes, la littérature, sans faire un hommage à Simone de Beauvoir, parce que véritablement, c'est un bonheur que vous nous avez réservé. Il serait dommage de ne pas le partager. Bon, écoutez, je me suis fait très mal voir à cause de ça. Vous savez, tous mes ennuis ont commencé dans la vie, ont commencé quand j'ai écrit Le Premier Sexe en 2006. Alors, je sais que la question féminine est quelque chose que je ne devrais pas traiter, mais je suis un peu masochiste, et donc j'en ai remis une couche avec ce Simone de Beauvoir. Mais plaisanterie mise à part, ce n'était pas prévu au départ. Je ne devais pas traiter Simone de Beauvoir. Et puis, je vais vous faire une confidence. Je n'avais pas, je n'avais pas pris encore d'écrivains pour le XXe siècle. J'avais pris plusieurs écrivains, vous avez vu, pour le XVIIe, pour le XVIIIe, pour le XIXe. C'était facile, et je ne trouvais pas d'écrivains emblématiques, non pas qu'il n'y ait pas eu de grands écrivains au XXe siècle, il y en a eu beaucoup, mais je ne trouvais pas un angle, je ne trouvais pas quelque chose qui me permette d'accrocher. Bon. Et il y a eu, vous avez suivi toutes ces histoires, Weinstein, Balance ton porc, etc. Et là, je me suis dit, Simone de Beauvoir. Et oui, Simone de Beauvoir. À côté des écrivaines d'aujourd'hui, c'est un génie. C'est-à-dire, elle a un style très scolaire, mais pour aujourd'hui, c'est carrément du Victor Hugo. C'est là, à côté d'Angot, c'est même du Pascal. Il n'y a pas de nom, là, vraiment, il n'y a pas de nom. Et ce qui est très intéressant dans Simone de Beauvoir, c'est que, en une phrase, elle a résumé toute l'histoire du féminisme. On n'est pas femme, on le devient. Je pense, moi, que c'est exactement le contraire. On ne devient femme que parce qu'on est né femme. Mais la discussion est intéressante. En fait, vous voyez bien qu'elle recycle l'existentialisme de Sartre, qui lui-même, d'ailleurs, recyclait les théories des philosophes allemands, mais peu importe. Et elle veut dire qu'on se fabrique soi-même. C'est exactement ce qu'explique aujourd'hui Judith Butler et toutes les théoriciennes de la fameuse théorie du genre, qui expliquent qu'on choisit son sexe et que, en appelant petite fille une fille, les parents lui assignent un genre, et que c'est absolument scandaleux. Et que quand vous avez une petite fille, il ne faut pas l'appeler petite fille. Non, il ne faut pas, mais je plaisante pas du tout. Il y a aujourd'hui des théories très sérieuses pour dire qu'il ne faut pas, qu'il faut inventer des prénoms neutres, d'ailleurs qu'il faut inventer un genre neutre, qu'il faut, à côté de il et elle,
par exemple en Suède, on a inventé un troisième pronom pour le neutre, pour les gens qui ne se sentent ni filles ni garçons, ou qui ne veulent pas se sentir filles aujourd'hui, qui sont garçons aujourd'hui. Je lisais récemment dans un livre d'une journaliste française qui a vécu 10 ans aux États-Unis qu'il y a des parents qui emmènent leur petite fille chez le médecin pour que, comme elle se sent un garçon, et pour arrêter sa croissance, avec des... Mais je suis très sérieux, hein, avec des piqûres, des traitements, pour qu'elle ne soit pas assignée par la puberté, qui est absolument une violence inouïe, puisqu'elle va devenir une fille. Et donc il faut arrêter ce massacre. Et donc il faut qu'elle, comme elle se sent garçon, il faut arrêter ça. Ça, tout cela, ces délires-là, tout ce qu'on nous bassine aujourd'hui, c'est dans cette phrase de Simone de Beauvoir. Et Simone de Beauvoir elle-même écrit que l'émancipation des femmes ne viendra que dans le jour où elles seront des hommes comme les autres. Et elle écrit que pour cela, il ne faut pas faire d'enfants, que la grossesse est quelque chose d'horrible, puisque ça vous rend femme. Tout ça, c'est dans les écrits de Simone de Beauvoir. Et quand vous voyez la vie de Simone de Beauvoir, et c'est là où ça devient vraiment intéressant, c'est qu'elle correspond tellement à la vie d'une midinette de 14 ans que c'en est comique. Quand vous lisez la correspondance de Simone de Beauvoir avec ses amants, mais c'est drôle à mourir. Elle est une midinette, elle a 14 ans. Quand vous voyez les manières qu'elle prend avec Sartre pour sauver son amour avec Sartre, qui n'est pas du tout... D'ailleurs, c'est très intéressant parce que Sartre est un mauvais amant. Et donc, elle trouve tout de suite des compensations, soit avec d'autres femmes, soit avec des bons amants. Par exemple, son américain Al Green ou son amant français. Non, oui, Norman Al Green, son amant américain, ou son amant français, oui, c'est ça, Lanzmann. Lanzmann qui... on m'a raconté une anecdote très drôle, il est mort, on peut la raconter aujourd'hui, il se vantait d'être le seul à avoir fait jouir Simone de Beauvoir. Donc c'était assez drôle, c'était assez prétentieux, et ça c'est la prétention des hommes, c'est assez drôle. Donc c'est pour vous dire que quand vous voyez les relations, la vie personnelle de Simone de Beauvoir, elle est une espèce de caricature de femme, une caricature. Moi je dis le beauvoirisme est d'abord un bovarisme. C'est cela qui est intéressant dans Simone de Beauvoir, c'est cette schizophrénie, c'est ce double discours, c'est faites ce que je dis, pas ce que je fais. Et c'est ça que je raconte. C'est assez amusant de voir comme cette épigone, cette égérie de la gauche et du Parti communiste, et qui est en fait, qui avait passé une guerre très tranquille à faire la fête et à travailler dans une radio collabo. Je veux dire, tout est comme ça chez Simone de Beauvoir. Et c'est quand même intéressant de montrer les sources profondes du féminisme. Et de montrer cette dichotomie, je dirais même cette schizophrénie, qui est d'ailleurs très critiquée par certaines fort rares féministes, dont je me sers d'ailleurs en les citant très largement. C'est ça que j'ai voulu montrer en Simone de Beauvoir. Évidemment, c'est assez facile de se moquer. Et j'avoue que je ne m'en suis pas privé. Voilà, je pense que nous allons aborder peut-être la dernière partie de notre soirée. Et il me semblerait, bon, après cet intermède littéraire, je pense qu'il faudrait peut-être revenir, d'autant plus que nous approchons du 100e anniversaire de l'armistice du 11 novembre et qu'on est au cœur là de choses que vous décrivez d'ailleurs très très bien et qui se sont étagées sur des siècles, au cœur on peut le résumer ainsi, de la dispute anglaise d'un côté, de la dispute allemande de l'autre, avec toutes les conséquences que ça a impliqué et qui se sont cristallisées d'ailleurs en ces jours de l'armistice et des jours qui ont suivi. Est-ce que vous pourriez nous dire assez rapidement
Du côté de l'Angleterre, votre analyse, du côté de l'Allemagne, votre analyse, et ce qui s'est passé, quels ont été les enjeux, les véritables enjeux des négociations qui ont suivi l'armistice pour les indemnités? Pour l'Angleterre, c'est très simple. L'histoire de l'Angleterre, pendant 1000 ans, ça a été d'empêcher que l'Europe ne s'unifie derrière un pays. Donc, à chaque fois, elle ligue tous les autres pays pour abattre la puissance dominante. Elle a fait ça contre l'Espagne de Charles Quint, elle a fait ça contre la France de Louis XIV, elle a fait ça contre la France de Napoléon, elle a fait ça contre la France de Guillaume II, et après elle a fait ça contre l'Allemagne de Guillaume II et l'Allemagne d'Hitler. Mais l'Allemagne de Guillaume II, l'Allemagne d'Hitler est la conséquence de l'Allemagne de la guerre de 14, donc même pas besoin d'en parler. Et à chaque fois, elle trouve, quand c'est la France qui est dominante, elle lance l'Allemagne contre la France, quand c'est l'Allemagne qui est dominante, elle lance la France contre l'Allemagne. C'est simplissime. Et on comprend tout de l'histoire de l'Europe si on voit à travers l'œil anglais. Alors maintenant, pour l'Allemagne, c'est pas la même chose. Je citais René Girard tout à l'heure. Vous savez, c'est lui qui a inventé la théorie du désir mimétique. C'est-à-dire qu'on ne désire pas l'autre, mais on désire à travers un tiers. On désire quelque chose qui a appartenu à cet autre qu'on désire. Et il étend cette théorie-là, au-delà des relations personnelles, il l'étend au pays. Et il explique, dans le livre que je vous ai cité au début de notre entretien, H.P. Clausewitz, il explique que toute l'histoire de l'Europe est déterminée lors de la bataille de Iéna en 1806, quand Napoléon écrase l'armée prussienne. Et à partir de là, entre la France et la Prusse, et au-delà, entre la France et l'Allemagne, il y a ce qu'il appelle une rivalité mimétique, c'est-à-dire un mélange de haine et d'admiration. C'est-à-dire que chacun admire l'autre et veut tuer l'autre parce qu'il l'admire. Et à chaque fois, le vainqueur sera le vaincu de la fois suivante. Au XVIIIe siècle, les armées de Frédéric II de Prusse battent les armées françaises. En 1806, Napoléon bat les armées prussiennes. En 1870, les armées prussiennes battent l'armée française. En 1914, les armées françaises battent l'armée allemande. En 1940, l'armée allemande bat l'armée française. Ça, c'est les 2 siècles d'histoire entre la France et l'Allemagne. Et donc, à chaque fois, les Anglais sont derrière pour évidemment monter l'un contre l'autre, quand l'autre est trop fort. Ce que je vous ai expliqué à l'instant. C'est ça le triangle entre la France, l'Angleterre et l'Allemagne pendant des siècles. Et ce triangle, vous avez compris que c'est ça qui explique la défaite finale de Napoléon, c'est ça qui explique la défaite de Louis XIV à la fin de son règne, c'est ça qui explique la guerre de 14. Mais cette fois-ci, on change, les Allemands sont devenus les plus puissants, ils veulent unifier l'Europe. Je raconte comment dès 1890, Guillaume II confie à un Français, qui évidemment pour qu'il le répète au gouvernement français, nous sommes aujourd'hui dans des temps où il y a des temps des géants, il y a l'Amérique, il y a l'Empire anglais, il y a la Russie, donc nous devons nous entendre, nous devons nous unifier, c'est déjà le discours européen. Mais évidemment, lui pense que la France doit être sous la domination allemande. Exactement comme Napoléon pensait que les Allemands devaient être sous la domination française. Bon. Et donc vous avez la guerre de 14 pour ça, parce que les Allemands menacent la puissance industrielle et commerciale de l'Angleterre, et donc les Anglais lancent les Français contre les Allemands. Et ça donne la guerre de 14. Et c'est là où ça devient intéressant, vous avez raison, on va célébrer le centenaire de l'armistice, mais je pense qu'on ne vous racontera pas du tout ce que je vais vous raconter. Parce que déjà, j'ai vu que Macron ne voulait même pas célébrer la victoire française, ce qui est quand même inouï. Inouï. Soi-disant au nom de la réconciliation franco-allemande. C'est incroyable. Déjà que Chirac n'a pas osé célébrer la victoire d'Austerlitz, et là, on ne célèbre pas la victoire française de 18. Parce qu'il faut le dire, l'armée française a gagné la guerre de 14-18. Elle a failli la perdre 10 fois. Elle aurait dû la perdre d'ailleurs dans les premières semaines, exactement comme 40. Le fameux miracle de la Marne, qui est en fait, comment dire, l'hubris, l'arrogance d'un général allemand qui voulait rentrer dans Paris plus vite que les autres et qui du coup s'est fait coincer par le général Gallieni, mais passons sur les détails. Elle aurait dû encore la perdre, la France, la guerre en mars 18. Donc vous voyez, lors de l'offensive allemande, puisque les armées allemandes libérées par la révolution russe sur le front russe arrivaient sur le front ouest,
Elle l'a gagnée à partir de juillet 18, et là, elle la gagne. Et contrairement à ce qu'on va vous raconter, contrairement à ce qu'on nous raconte depuis des années, elle ne la gagne pas grâce aux Américains. C'est un mythe. L'armée américaine n'a absolument pas été décisive dans la guerre 14-18. Jusqu'au bout, il n'y aura jamais plus de 6 divisions américaines dans les armées alliées. Il n'y a jamais eu moins de 20 divisions françaises. Ce qui a battu l'armée allemande, et c'est les généraux allemands eux-mêmes qui le reconnaissent, c'est le char FT-17 Renault. Parce que les Français avaient inventé la tourelle pivotante. Et ça, les Allemands ne savaient pas faire. Et là, ils se sont fait écrabouiller par l'avancée de l'armée française. Donc l'armée française a gagné la guerre de 14-18. Le problème, et c'est là que ça devient compliqué, c'est qu'elle va perdre la paix. Et comment elle va perdre la paix? Je vais essayer d'être le plus bref possible, mais c'est longuement expliqué dans mon chapitre sur Clémenceau. Clémenceau est à la fois celui qui gagne la guerre et celui qui perd la paix. Pour 2 raisons essentielles, d'après moi. La première, c'est qu'il refuse que les armées françaises rentrent dans Berlin, alors que les armées françaises auraient dû et auraient pu aisément rentrer dans Berlin. Il y en avait même 2. Il y avait l'armée française de Pétain qui venait de l'Est, et il y avait l'armée française de Franchet d'Espéré, un autre maréchal, qui venait des Balkans, et qui avait écrasé les Autrichiens avec les Serbes, et qui remontait par Vienne, et qui pouvait remonter par Berlin, et on faisait la jonction des 2 armées à Berlin. Ça vous rappelle quelque chose, hein? C'est évidemment ce qui s'est passé en 39-45. Les Russes et les Américains n'ont pas été aussi bonnets que nous. Oui, je dis ça très sérieusement, aussi bonnets que nous. Parce qu'évidemment, il fallait rentrer dans Berlin. Mais les Anglais et les Américains ne voulaient pas. Les Anglais, vous avez compris pourquoi. Tout simplement parce qu'ils ne voulaient pas que la France redevienne la puissance dominante en Europe. Et que la France rentrant dans Berlin, eh ben, ça nous ramenait en 1806 avec le maréchal Davout de Napoléon rentrant dans Berlin. Et ça, les Anglais n'en voulaient à aucun prix. Et les Américains, eux, c'est encore plus pervers. En vérité, le président Wilson avait un projet que les Américains ont mis en œuvre, c'est-à-dire devenir, eux, la puissance dominante de l'Occident. Et donc remplacer et la France et l'Allemagne. Et donc ils sont venus, soi-disant, aider les Français, pour en fait aider les Allemands. Dans une stratégie que je dirais super anglaise. C'est-à-dire on écrase tous ces petits Européens et on prend le pouvoir. Ce qu'ils feront en 40-45. Et là, en 14-18, c'est déjà la stratégie de Wilson. Et Clémenceau, lui, pense qu'il ne peut rien faire sans les alliés anglo-saxons. Il a une femme américaine, il aime l'Angleterre, il aime l'Amérique, il pense qu'on ne peut rien faire sans les alliés anglo-américains, et il se soumet aux Anglais et aux Américains. Et dans les négociations, donc, on ne rentre pas à Berlin, on n'a pas... Donc les Allemands, il faut bien comprendre la fameuse légende, vous savez, du couteau dans le dos, propagée par Hitler, etc. Mais elle est tout à fait naturelle. Les Allemands n'ont pas vu un soldat français sur le sol allemand, puisqu'on a arrêté les troupes avant. Donc, quand l'armée allemande défile à Berlin après l'armistice du 11 novembre, le président allemand qui a remplacé l'empereur en fuite dit « mais vous n'avez jamais perdu ». Et donc les Allemands de l'après-guerre sont persuadés qu'ils n'ont jamais perdu. Et donc ils ne comprennent pas le fameux diktat de Versailles. Quand on leur demande de payer 240 milliards de réparations, ils ne comprennent rien. Pourquoi on nous demande ça, on n'a pas perdu la guerre? Vous voyez? En fait, ils ont perdu la guerre. Seulement, ils ne l'ont pas vu. Et après, dans les négociations à Versailles, si vous voulez, on pense qu'on a la vulgate aujourd'hui, et ça va vous être répété à satiété, c'est qu'on a été trop dur avec les Allemands, et c'est pour ça qu'il y a eu la revanche. C'est des billevesées transmises par Keynes, le premier, un Anglais, un grand économiste qui détestait les Français, et qui a écrit le premier cette fable-là. Et depuis, elle est reprise consciencieusement par tous nos historiens et consciencieusement par tous nos livres d'histoire. Et vous verrez que Macron va dire la même chose.
Ah oui, on a été trop dur avec les Allemands, et c'est pour ça qu'il y a eu Hitler. Stupidité. Vous lirez dans les livres d'un très grand écrivain allemand qui a participé à la guerre, le nom m'échappe, je vais le retrouver, Junger, merci. Il explique très bien que quelles que soient les conclusions du traité de paix, les Allemands voulaient leur revanche. De toute façon. On aurait pu faire les pieds au mur, ils auraient voulu leur revanche. En vérité, l'erreur, la troisième erreur fondamentale de Clémenceau, c'est qu'à l'époque, vous savez, il y avait deux grands empires. Il y avait l'Empire allemand, et puis il y avait l'Empire d'Autriche-Hongrie. Et c'est l'Empire d'Autriche-Hongrie qu'on a démantelé, en démantelant la Hongrie, en créant la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie, etc. Et c'est l'Empire allemand qu'on a préservé. Alors que notre ennemi, c'était pas l'Empire d'Autriche-Hongrie, c'était l'Empire allemand. Celui qui prendrait sa revanche, ce n'était pas l'Empire d'Autriche-Hongrie, c'était l'Empire allemand. Et l'Empire allemand, on n'y a pas touché. Et Poincaré, qui était à l'époque président de la République, qui détestait Clémenceau détestait Poincaré, un jour vient le voir, et Clémenceau, il était président du Conseil, vous savez, sous la Troisième République, c'était l'inverse d'aujourd'hui, c'était l'inverse d'Édouard Philippe et de Macron. C'était le président de la République qui servait à rien. Et donc un jour, Poincaré, énervé de ne pas avoir de nouvelles, il savait absolument pas ce qui se passait, et l'autre était en train de négocier le destin de la France, il comprend et il va le voir Clémenceau et il lui dit, si je comprends bien, nous sommes en train de faire l'unité allemande. Et dans un autre endroit, il dit, j'avais l'impression d'avoir Briand devant moi. Briand, vous savez, c'était le pacifiste absolu, celui qui était prêt à toutes les concessions au nom de la réconciliation avec l'Allemagne, etc. Et Clémenceau, vous verrez, je développe, je donne des détails de tout ça, a perdu la paix alors qu'il avait gagné la guerre. Et aujourd'hui, on va vous raconter, vous verrez, vous penserez à moi dans tous les jours là qui viennent jusqu'au 11 novembre, on va vous raconter l'inverse. On va vous expliquer qu'on n'a pas gagné la guerre, qu'en fait, on a été trop dur après avec l'Allemagne, et que c'est pour ça qu'il y a eu Hitler. Tout ça est archi faux. N'en croyez pas un mot. Mais voilà, c'est comme ça qu'on écrit l'histoire aujourd'hui. Voilà, je crois que nous allons pouvoir remercier Éric Zemmour et on aurait beaucoup de choses encore à lire, vous les aurez à lire dans le livre, les rapports Pétain, De Gaulle sont un cheval de bataille extraordinaire, vous le lirez, beaucoup de choses à lire et je pense aussi riche et aussi vivant que ce que vient de nous faire comme démonstration Éric Zemmour. Merci. Je remercie encore.